Bonjour et bienvenue à vous, passionnés d'intelligence artificielle, chers amis. Je suis votre hôte Jean-François Sénéchal. Bienvenue à IA Café, votre enquête, notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Cette semaine, vous vous apprêtez à prendre un café avec... je m'apprête en tout cas à prendre un café. On n'a pas de café, mais en tout cas, c'est le concept. Avec un acteur majeur de la recherche en intelligence artificielle. Il est professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval. Il est directeur de l'Institut Intelligence et Données. On est toujours à l'Université Laval. Il est détenteur d'une prestigieuse chaire en intelligence artificielle Canada, CIFAR. Une belle bourse là, pour attirer une belle chaire pour attirer les plus grands chercheurs en IA dans le monde entier, en tout cas pour les retenir les meilleurs talents existants. Il s'appelle Christian Gagné. Comment ça va, Christian? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Content de t'avoir ici. Ça fait plusieurs fois qu'on reçoit des chercheurs en informatique, puis on essaie d'explorer avec eux les enjeux plus techniques parce que il y a plusieurs philosophes, sociologues, éthiciens, juristes là, autour du micro habituellement. Puis c'est un peu en dehors de notre champ d'expertise, l'informatique, puis d'avoir justement un expert pour parler d'intelligence artificielle qui a les deux mains dans le cambouis. Là, ça fait du bien de savoir un petit peu de quoi on parle exactement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. On va commencer par faire un petit parcours chronologique, je dirais, là, de ton parcours de chercheur. Ça va nous permettre de mieux cibler tes champs d'intérêt. On va commencer par ton doc. Je sais, c'est peut-être loin, là, mais on est autour de 2000-2005. Tu fais ça à l'Université Laval en génie électrique. Le titre de ta thèse, déjà, ça annonce les thèmes. Algorithmes évolutionnaires appliqués à la reconnaissance des formes et à la conception optique. C'est quoi que tu souhaitais faire à l'époque? Pourquoi ça t'intéressait, là, ces algorithmes? Bien, j'étais dans une branche un peu spécifique de l'IA. Là. En ce moment-là, c'était, je dirais, quand même, je trouvais ça super intéressant. Là. J'étais dans les questions d'algorithmes évolutionnaires. Le but, c'est de faire des espèces d'algorithmes inspirés de l'évolution naturelle. Là. La loi de Darwin, les plus forts résistent, les plus faibles sont éliminés. Puis ça permet de faire une espèce d'optimisation assez intéressante où on simule ça. Le but, c'est pas de faire de la vie artificielle, quoi qu'il y en a qui en font. Là. Le but, c'était vraiment de faire de l'optimisation de structures informatiques. Puis moi, en particulier, je m'intéressais vraiment beaucoup, et je m'y intéresse encore, là, à faire appliquer ça pour faire optimiser des programmes. Vraiment avoir des programmes informatiques qui sont générés automatiquement par l'évolution naturelle. C'est le concept, c'est le grand concept. Là. Donc, c'est l'évolution, on les met en interaction, en compétition, en lutte, puis à la fin, c'est le meilleur ou le plus fort qui survit. C'est ça. Ben, le but, c'est qu'on fait des générations, on fait des croisements. C'est comme on va prendre deux programmes, on va échanger du génome entre les programmes qui représentent des bouts de programme. On va faire des mutations, on va évaluer la qualité, on va garder les meilleurs, on va éliminer les plus faibles, puis les meilleurs vont se multiplier en plusieurs copies. Fait qu'on gère des populations comme ça de programmes informatiques. C'est intéressant. Puis d'où ça sort, cette inspiration-là du concept évolutif, s'inspirer de la biologie pour faire de l'informatique? Ça date des débuts de l'IA. Là. Vraiment, dans les années 60, tu avais John Holland qui est décédé il y a quelques années seulement. J'ai déjà rencontré. C'est un type vraiment bien. Il était parmi, je pense que c'est le premier doctorat en informatique aux États-Unis. C'est la première personne qui a eu un doctorat en informatique dans les années fin 50, début 60. Puis déjà, il commençait à jongler avec ce genre de concept-là? Oui, lui, il y avait cette vision-là de dire on va appliquer peut-être des notions d'évolution naturelle pour faire évoluer. Là, il travaillait à ce moment-là sur des chaînes de bits, là, donc vraiment des valeurs binaires pour optimiser des choses. Puis c'est ce qui est devenu les algorithmes génétiques. Fait que ça, c'est drôle, la propension en informatique à s'inspirer de ces concepts-là en biologie. Là, on va y revenir plus tard, mais tu sais, neurones, apprentissage, là, on a tout le concept d'évolution. On sert des concepts en biologie, puis tranquillement, on s'en inspire pour les pousser dans l'informatique. Disons que ça ressemble conceptuellement, mais tu demandes à des généticiens, à des spécialistes de l'évolution, ils vont dire on s'entend qu'on est quand même loin de ce qui se passe là, dans la vraie vie. On est dans la comparaison, l'allégorie. Ça aide à comprendre, mais en même temps, c'est pas ça. Là. C'est pas ça, mais tu sais, il y a des principes communs, puis on se base sur ces principes-là pour faire
que ça fonctionne au niveau informatique, qu'on arrive à les résultats. Puis effectivement, l'évolution naturelle, c'est un principe qui amène à améliorer les choses. N'importe quoi. Nous, on existe, êtres humains, on est le résultat de l'évolution naturelle sur des milliards d'années. On dit, mais pourquoi pas cette intelligence-là qui émergeait après tout ce temps-là, était guidée, était à la base créée ou générée par ces principes-là de compétition, de sélection naturelle. Ça en est venu à ça. C'est un peu ce que Hollande poussait dans ces idées-là. C'est-à-dire, c'est un peu le mécanisme à la source de l'intelligence, tel qu'on la connaît maintenant, sur des milliards d'années. Et si on le faisait sur un ordinateur, qu'est-ce que ça donnerait? Puis ça fonctionnait quand même. Puis à la vitesse de l'ordinateur aussi, là. Donc on a des générations, on n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps pour générer un humain. On génère des générations de computage, puis à la fin, on a un résultat qui est évolutif. Exactement. Puis moi, quand je faisais ma thèse dans les années début 2000, ça prenait des minutes, des heures à avoir des résultats, mais ce genre d'approche-là, maintenant, ça roule en quelques secondes. Tu fais des centaines de générations en quelques secondes, puis tu as un résultat qui est intéressant, selon le problème. Là, mais c'est quand même... Bon, je ne dirais pas que c'est parfait. Là. Il y a certains désavantages. C'est gourmand, c'est un peu, comme ils disent les Français, c'est un peu bourrin. Là. C'est un peu grossier comme approche. Ça ne va pas faire des choses dans la finesse. Là. Mais ça permet de faire des affaires qu'on ne pensait pas pouvoir faire autrement. C'est optimiser des choses. On ne sait pas comment optimiser ça. L'évolution naturelle va nous l'optimiser. On va la laisser faire. On va laisser faire les lois des lois naturelles, puis on va voir ce qui en ressort. On y reviendra. Ton postdoc, je le vois à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. On est à l'INRIA en France et à l'Université de Lausanne. Tu es allé quel genre d'expertise là-bas? Bien, je dirais que quand j'étais à Laval, j'étais dans les algorithmes évolutionnaires, j'étais dans le laboratoire de vision système numérique que je suis encore associé. C'était quand même assez ingénierie. C'était assez pratique. Quand j'étais allé à l'INRIA, c'est le gros laboratoire national français en informatique de recherche. Là. Puis j'étais dans une équipe avec quelqu'un que j'admire beaucoup, là, Marc Schonauer. C'est vraiment mon directeur de postdoc à Paris. C'était vraiment intéressant. J'ai été chercher, je pense, j'ai été vraiment compléter mon profil, aller chercher d'autres façons de voir dans le système français, puis avec un chercheur qui était très intéressant, très ouvert d'esprit, qui performait bien, là, il sait comment bien le faire, mais c'est quelqu'un qui est super sympathique, puis tu le vois, là, il a l'air, c'est quelqu'un qui sort, comment je dirais ça de façon... quelqu'un qui sort d'une commune des années 60. Là. Il était vraiment dans l'esprit très hippie, très baba hippie, cool. baba cool. Il était vraiment baba cool. Puis quand tu parles avec lui, il y a vraiment un esprit à la fois d'une précision, scientifiquement, il est super fort. Rigueur et ouverture. En même temps, très ouvert d'esprit, très dans une approche. Là, c'est super intéressant. J'ai appris beaucoup dans ce milieu-là. Dans son équipe, il n'était pas seul. Là, il était vraiment une équipe de plusieurs chercheurs. Puis mon séjour à Paris était vraiment... enrichissant, puis il m'a ouvert sur des façons de faire très intéressantes. Puis ces façons de faire, lui, ça ressemblait à quoi? C'était quand même très ancré dans la recherche de pointe, mais très ouvert d'esprit. Donc, à la fois une approche où on pousse, on y va, mais également une approche humaine où c'est pas... OK. C'est aussi... Pour le meilleur, pour le pire, c'est genre, on travaille à minuit le soir, on est déstructuré. Donc, dans le fond, le jour, la nuit, la semaine de travail, c'est tout ce qu'on fond, la vie, le travail, la recherche. Puis moi, je me retrouvais, c'est quand même intéressant. J'essaie quand même d'être structuré dans ma vie, mais dans le fond, je pense, c'est la passion. Dans le fond, c'est quelqu'un dans un groupe, on sentait qu'il y avait vraiment comme une volonté, une passion d'avancer les choses pour la beauté de la science. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Pour la beauté de la science, wow. Écoute, je vois aussi expérience avec l'industrie. Donc, 2000, on est quoi? 2006, 2008. T'as aussi une expérience avec l'industrie. T'as-tu aimé ça? Je pense que c'était pas... T'étais-tu faite pour l'industrie? Je pense pas. T'es revenu en recherche. J'étais pas... c'était une expérience intéressante, mais j'ai rapidement vu que j'étais peut-être pas à la meilleure place par rapport à mon profil. J'étais trop indépendant d'esprit et... sans dire que je tolère l'autorité, mais j'aime pas trop me faire trop quoi dire dans le détail. J'aime bien avoir cette liberté universitaire, approche chercheur, d'explorer des idées nouvelles. Puis là, j'étais dans un contexte de consultation. J'étais dans une entreprise privée, mais on consultait pour le centre de recherche R&D à Valcartier en défense. C'était très structuré, bureaucratique. Très hiérarchique dans le militaire. Oui, moi, j'avais pas affaire avec eux. J'avais affaire avec des scientifiques de la défense, donc des civils fonctionnaires pour le gouvernement fédéral. Mais j'étais dans une dynamique de contrat livrable.
Puis ça, c'était pas pour moi. Tu sais, de devoir livrer, de dire aujourd'hui, j'ai travaillé 22 heures sur le Work Package 3.2. On est gâtés à l'université. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai besoin d'une certaine liberté. Fait que là, j'ai commencé là, puis je sentais que l'ouverture vers l'université se faisait. Fait que je dis, bon, je vais juste attendre que les choses atterrissent. J'ai été bien heureux de dire, le séjour instructif, mais ça va. Instructif, mais on passe à autre chose. C'est ça. Donc, depuis 2008, chercheur universitaire, parle-moi peut-être de tes premiers financements en recherche. Tu travaillais sur quoi? Puis, est-ce que c'était facile en 2008 d'avoir du financement pour... Aujourd'hui, on dira que oui, là, mais en 2008, quand on essaie d'avoir du financement puis on mentionne intelligence artificielle, est-ce qu'on garoche l'argent aussi fort et aussi vite? C'était l'IA, l'apprentissage automatique. C'était comme un domaine de l'informatique comme les autres. Oui, il y avait quand même un certain support. C'est vrai que l'informatique, les technologies d'information, c'est pas le parent pauvre, là. Ça a toujours quand même été assez bien supporté. Je pense que j'ai toujours quand même visé la qualité. Je proposais des projets que je pense qui étaient bien solides. Fait que j'ai jamais eu trop de problèmes à avoir du financement. J'étais pas riche, mais j'ai quand même été heureux de dire que j'ai démarré assez rapidement, puis j'ai pu construire mon équipe en quelques années de rien en régime permanent, j'étais peut-être à 13-15 étudiants. Wow. Fait que, puis j'ai réussi à les financer, certains par des bourses d'excellence, certains par des financements de subventions classiques. Puis je trouvais toujours une façon d'organiser le montage pour payer ces gens-là. Puis je m'arrête à un moment donné disant, j'en ai assez. Je pourrais aller avoir plus d'argent, mais à quoi bon? Je suis content avec la taille de cette équipe-là. Ouais, plus d'argent, plus de subventions, c'est plus de travail aussi. Là. C'est ça, à un moment donné... Plus de promesses, en tout cas. Si tu fais de l'argent, c'est parce que tu as fait des promesses. Parlant d'argent, je vois ta première grosse subvention, c'est RSNG. Ça parle aussi de ce que tu fais. Adaptative Learning Methods for Deeply Embedded Devices. C'est une belle subvention. C'est même marqué le prix. 200 000 sur 5 ans. On est en 2014. 2014, c'est le buzz de l'IA, là. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, puis pourquoi les financements commencent à ressembler à ça, là. Mais ça, c'est du financement. Dans le fond, tu n'as peut-être pas les informations de 2008. C'est dans la suite, c'est RSNG découvertes. Donc, c'est vraiment les financements de chercheurs individuels basés sur l'évaluation de performance. C'est une subvention qui est correcte, mais je dirais que les chercheurs performants normalement sont capables d'avoir en informatique. C'est vraiment plus une subvention, on appuie ta recherche fondamentale. Ah. Fait que, puis ça, c'était ma découverte mon premier renouvellement. C'était l'idée de commencer à faire de l'IA, l'apprentissage automatique, mais dans un lien de le faire sur des dispositifs embarqués, des dispositifs comme je parlais peut-être pas de téléphone intelligent. 2014, peut-être que j'en parlais, je me souviens pas trop, mais de dispositifs robotisés, dispositifs qui sont dans les environnements. Mais le but, c'était pas de faire des dispositifs comme ça, mais c'était de faire vraiment les algorithmes qu'on dimensionne, qu'on rapetisse suffisamment pour les faire entrer dans ces dispositifs-là. Donc, pas trop gourmands en ressources, mais qui donnent des résultats intéressants, qui sont capables d'apprendre, pas à partir de l'ensemble du web qu'on a récolté avec des robots moissonneurs. Ça ressemble à ça, là. Souvent, c'est ce qu'on fait. C'est plus de dire qu'on va plutôt être capable d'opérer puis d'être capable de s'adapter en temps réel par rapport à ce qu'on reçoit comme données. Fait quelque chose de beaucoup plus frugal, je dirais, comme algorithme. Frugal, ouais, c'est bien. C'est justement à ce mot-là que j'avais pensé. Tu parlais de few data. Je me suis dit, frugal, ça serait un beau mot. Je suis content de... De toute façon, on y reviendra, là. Ça fait partie de tes thèmes. Déjà, tu annonces tes thèmes de recherche. Tiens, sautons dans tes thèmes, vous allez voir que ces thèmes-là là, reviennent, là, économie de données, économie de ressources, réduire un petit peu la tâche de tout ça, là, faire quelque chose de peut-être plus simple. Commençons par l'apprentissage machine. Donc, on a un expert de l'apprentissage machine. Ça donne bien, parce que moi, ça fait à peu près 5 ans qu'on utilise l'expression sans jamais savoir trop. C'est quoi exactement l'apprentissage machine? On s'en doute un peu, mais... C'est quoi l'apprentissage machine? Si tu expliques ça à quelqu'un qui fait pas de l'informatique tous les jours, loin de là. Je dirais que c'est d'aller vers... Le paradigme de base de l'informatique, c'est souvent on va programmer, on va lui donner des directives pas à pas sur comment il doit faire les choses. En apprentissage machine ou automatique, souvent on dit c'est 2 traductions valides, là, on travaille plus à dire voici des exemples de données. Voici quand j'ai ces données-là, cette image-là, ce texte-là, généralement je fais telle décision. Je le classe disant c'est une image avec un chien, c'est un texte qui parle de tel sujet. Donc, on a vraiment des données historiques qui dit des exemples de voici ce que j'ai en entrée, voici ce que j'ai comme décision, conclusion. Puis, je ne sais pas comment j'y arrive, cependant.
Puis je donne ça à la machine en grand nombre d'exemplaires, puis la machine va apprendre, l'algorithme va apprendre à faire ces associations-là, puis trouver c'est quoi qui t'amène à prendre une certaine décision. Donc, au lieu d'expliciter pas à pas la décision, tu lui donnes ça par une banque d'exemples et l'ordinateur va faire l'apprentissage du processus décisionnel qui Déduire mène. lui-même ses règles à partir des résultats. On arrive à tel genre de résultats ou tel genre de conclusion à partir de telles images. C'est quoi les règles qui me permettraient d'arriver au même résultat avec les mêmes images? Exactement. Puis si je vois des nouvelles images que j'ai jamais vues, mais qui ressemblent à ce que j'ai vu, je suis capable de prendre des bonnes décisions. Donc, dans le fond, on veut apprendre à prendre des décisions qui généralisent bien, qui gèrent bien quand on fait face à des données similaires mais inconnues. Ben oui, c'est le parallèle avec les décisions normales. Il y a un fit, en tout cas. On prend des décisions, on s'inspire des décisions passées, puis à partir de nos décisions passées, si on est capable de généraliser suffisamment, on est capable de s'inspirer de ces décisions-là pour en prendre d'autres dans le futur. C'est le même genre de concept. C'est la base de l'apprentissage automatique. Fait que donc, notre super IA qu'on voit depuis 10 ans, à la base, on vise à faire ce genre de traitement-là. C'est pour ça qu'on parle d'avoir des très gros jeux de données, parce que c'est ça, on apprend à faire quelque chose, des tâches, ou à prédire des choses à partir de nos gros jeux de données. À partir de très grands jeux de données. Tu disais qu'apprentissage machine, apprentissage automatisé, c'est la même chose? C'est deux traductions? C'est deux traductions. C'est-à-dire que apprentissage machine, c'est vu comme étant un peu un anglicisme. Le terme français plus pur, il y a eu une discussion à l'interne entre les chercheurs. On s'est dit, on est mieux d'aller vers apprentissage automatique qu'apprentissage machine. C'est moins... C'est comme si la machine apprenait elle-même, apprentissage... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois là, dans le langage. Alors qu'apprentissage automatisé, c'est le processus qui est automatisé, donc pas la machine qui apprend. Il me semble qu'il y a des nuances à faire. Je dirais même en termes de sémantique, machine en anglais puis machine en français n'a pas tout à fait le même sens. Fait que c'est un peu à ce niveau-là qu'apprentissage machine se voit comme étant un anglicisme. C'est discutable, là. Je pense que... Je suis pas un linguiste, mais je trouve... Non, mais c'est intéressant, parce que souvent, quand on se donne des mots, surtout pour définir une science ou des concepts comme ça, surtout au début, là, c'est là que les philosophes habituellement sautent, là, pour essayer de définir, comprendre, raffiner peut-être les concepts. OK, le concept d'apprentissage machine, il est là. Donc, on parle d'apprentissage aussi. Ça me permet peut-être de faire le pont avec ma question, peut-être un petit peu plus dans le champ des sciences humaines, là. C'est-à-dire est-ce qu'on peut, puis ça fait longtemps que cette question-là me préoccupe, là, est-ce qu'on peut faire des rapprochements conceptuels entre notre façon d'apprendre, nous, humains et autres intelligences naturelles, et l'apprentissage de type apprentissage machine qu'on a. D'ailleurs, ça nous avait été proposé par un de nos auditeurs, Clément Brunet, d'ailleurs, que je salue. Puis lui essayait de voir est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer justement de nos processus d'apprentissage humain pour les enseigner à des algorithmes, puis le réciproque aussi. Est-ce qu'on peut pas mieux comprendre nos processus d'apprentissage humain en regardant comment apprend une machine? Est-ce que c'est fort en café là, de faire ce genre de parallèle-là, ou dans quelle mesure on peut s'inspirer de tout ça? Ça fait longtemps que des chercheurs regardent ça. Je dirais que moi, personnellement, j'ai jamais été énormément là-dedans. J'ai plus du côté peut-être pratique et ingénierie, des fois, de dire on met en pratique, mais il y a beaucoup de chercheurs en IA, en apprentissage automatique, qui regardent pour s'inspirer à la fois des sciences cognitives puis de la neuro. C'est de voir les mécanismes à la fois au niveau neurofonctionnement, puis au niveau du fonctionnement de l'esprit. Puis y a-t-il des alliances comme ça entre les chercheurs? Ben oui. Oui, il y a des groupes carrément de chercheurs plus neuro qui s'associent. Puis là, ici au Québec, tu as le Centre unique qui vise à faire ça, le lien neuro-IA. Tu as des initiatives CIFAR, le groupe Mind, des groupes qui associent l'IA puis la neuro. La grande conférence NeurIPS. C'est ça, l'inspiration. L'inspiration, c'était vraiment une conférence qui, à l'origine, quand elle était toute petite, il y a 30 ans, était fondée. Elle visait à faire le dialogue entre les gens neuro et les gens IA. Donc, la partie IA a pris énormément de place. Mais il y a quand même cette saveur-là, cette conférence qui est un peu tournée vers la science cognitive IA aussi, comme étant un domaine dont on regarde un peu puis qu'on veut s'inspirer pour faire de meilleure IA. Puis l'apprentissage des sciences cognitives, c'est ça, tel que compris par les sciences cognitives? Les mécanismes d'apprentissage chez l'humain, de bien les comprendre et de s'en inspirer pour pouvoir en arriver à des meilleures IA. Puis on sait, entre autres,
qu'il y a certains mécanismes d'apprentissage qu'on est capable de très bien reproduire, la reconnaissance, des trucs qui deviennent quasiment des réflexes où on n'a pas nécessairement besoin de délibérer, reconnaître les objets, des trucs qui viennent un peu réflexons. On le fait super bien avec l'IA, avec les réseaux de neurones. Les trucs où on doit plus réfléchir, raisonner, ça, c'est une autre façon où le cerveau fonctionne qu'on arrive beaucoup moins bien à établir. Donc, les tâches qu'on fait bien en IA, les tâches qui sont liées à l'apprentissage, ça ressemble à quoi? Puis les tâches qu'on fait moins bien? Tu as parlé du raisonnement. Le raisonnement, l'intelligence artificielle le fait moins bien. Le fait moins bien. De raisonner sur des notions complexes, des concepts complexes, c'est pas évident, ça marche pas super bien. On fonctionne bien, justement, avec l'idée de dire j'ai des images avec des objets, je sais pas trop comment on reconnaît, mais je te donne tellement d'exemples d'images selon des centaines de catégories que le réseau apprend à faire ça. Puis donc, il n'y a pas besoin d'expliquer. On fait seulement des traitements numériques. On arrive avec une décision. On ne sait pas pourquoi, mais le réseau de neurones artificiels me dit c'est une voiture ici qu'on a dans l'image. Ça performe bien, mais il n'y a aucun raisonnement. On est vraiment plus dans la perception, reconnaissance des formes, là, en sens patron. Là. Puis ça, ça, on le fait bien. Puis nous, les humains, je pourrais dire la même chose. Il y a plein de tâches comme ça. Si je te demande, explique-moi comment est-ce que tu peux reconnaître une personne X d'une personne Y? Tu vas dire, ben, je la reconnais. Je vais dire, comment tu as fait? Explique-moi ton rationnel. Explique-moi l'algorithme derrière ce jugement-là. Là. C'est pas conscient. C'est quelque chose qu'on fait de façon très inconsciente. C'est câblé différemment dans le cerveau. Donc, cette partie-là... Une fois que c'est câblé, comme tu dis, ça devient quasiment de l'ordre de l'instinct, du réflexe. Exact. Puis, une des premières choses que les nouveau-nés sont capables de faire, c'est reconnaître le visage de maman, c'est reconnaître le visage de papa. On voit que c'est très câblé profond dans notre cerveau, reconnaître les images, reconnaître les gens. Donc, on reconnaît les autres parce que ça fait partie probablement d'un avantage. Identifier une forme à partir de quelques exemples, ça, c'est simple pour un humain. C'est simple. Pour une intelligence artificielle, un peu moins. D'ailleurs, on y est tant qu'à parler de tout ça. Je vois dans tes travaux, puis je pense que c'est une partie centrale de tes travaux. On entend souvent parler de ce que tu développes. Puis, ce que tu tentes de faire en intelligence artificielle, du moins ce que j'en comprends, c'est que tu tentes de faire de l'intelligence artificielle, mais avec moins de données. Là, on l'a senti dans tes explications. Puis c'est super trippant parce qu'en IA, on parle souvent de données massives, puis de big data, puis ils sont tous contents de nous dire, on est allé voir partout ce qu'il y avait sur Internet, puis on est allé chercher toutes les données, puis toutes les images, puis t'es allé chercher toutes ces images-là. Coudonc. Puis on nous répète là, que ça prend des millions d'images de chats avant qu'une IA entraînée puisse identifier un chat. Puis toi, tu parles t'aimerais les entraîner à faire ça avec beaucoup moins d'images, passer du big data au few data, aux données frugales. J'ai bien aimé ton expression. Puis comment on fait pour réduire le nombre de données? Comment on fait pour aider un algorithme à identifier un chat à partir de quelques images de chat? Ça se peut-tu? Ça se fait-tu? Oui, mais ça, c'est quelque chose que je trouve important puis de développer parce que je trouve que c'est intéressant scientifiquement, puis c'est intéressant au niveau pratique. Au niveau scientifique, ce qu'on peut dire, c'est que justement, nous, les humains, les mammifères, avec un bon cerveau, on est capable d'apprendre à faire des choses avec relativement peu d'exemples. On n'a pas besoin de se faire dire 150 fois que le café est chaud pour comprendre qu'il ne faut pas se mettre la main dedans. Là. Il y a des apprentissages qui se font plus rapidement que d'autres. Effectivement, mais la machine... Même un enfant, quand tu lui montres des images, là, je me rappelle, on avait ce jeu-là carrément à la maison. Tu lui montrais 3 fois un pompier, puis il disait pompier. Là, c'était pas compliqué. Là. Puis il peut extrapoler. Là, il va voir, il connaît les chats, puis il va voir une image de tigre. Il va comprendre que le tigre a un lien. C'est un gros chat, ça? C'est un gros chat, exactement. Il va le traiter de gros chat. Il dit, c'est un tigre. Ah, OK. Il va faire le lien, mais il va être capable d'utiliser sa connaissance des chats pour le nommer, puis établir qu'il y a un lien à faire. Donc, on peut faire ça avec des algorithmes. Moi, je veux aller vers ça. Puis il y a des techniques, il y a des problématiques qu'on vise à reproduire ce genre d'approche-là, d'apprendre à apprendre, de dire qu'on veut apprendre des modèles qui ne sont pas spécialisés sur nos millions d'exemples. Ils sont peut-être entraînés sur des millions d'exemples, mais entraînés à être capables d'apprendre à faire des nouvelles choses avec 5 exemples, avec 10 exemples. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage few shot, là, avec peu d'exemples. Mais d'abord, il y a une étape préalable où on l'entraîne avec des millions et des millions d'exemples. Puis après ça, en lui proposant des nouveaux exemples, là, il faudrait qu'il soit plus efficace à ce moment-là. Exact. C'est qu'on veut lui apprendre à apprendre.
Dans le fond, c'est ce qu'on appelle du méta-apprentissage. C'est qu'on va dire, on va l'entraîner dans un modèle où justement, il va faire face à des milliers de cas, où chacun des cas est un apprentissage avec peu d'exemples. Comme ça, il va apprendre peut-être à extraire la structure nécessaire pour, de nouveau, sur des nouveaux cas, avec peu d'exemples, à bien fonctionner. Ça, c'est un problème quand même qu'on regarde dans le domaine scientifique depuis 10 ans. Là. Donc, ça a émergé. Ça se fait, ça avance. Ça avance. On est l'état des résultats en ce moment. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que j'imagine qu'il y a il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux, c'est sûr, il y a des enjeux d'efficacité, là, faire tout plus vite, mais des enjeux environnementaux aussi, là, si on est capable de faire, non? Je dirais que c'est encore assez recherche comme thématique. C'est sûr que c'est pas déployé à grande échelle dans les systèmes actuels. C'est encore un bel exercice scientifique qu'on essaie de comprendre comment le faire, comment bien le faire. On y arrive, mais on y arrive avec des problèmes, on pourrait dire des problèmes jouets, là, qu'on a définis en lab, qu'on s'amuse à faire. Ça démontre bien l'idée, ça applique bien l'idée, mais c'est pas le genre de résultat où, bon, je dirais qu'il y a peut-être des cas qui ont été déployés, mais généralement, c'est pas encore déployé dans des solutions que tout le monde va utiliser, du moins à ma connaissance. Puis si on extrapole, puis on est enthousiaste, puis on essaie de voir si ça pourrait s'appliquer à quoi, si on parle plus d'optimisation de procédés, là, est-ce qu'il y a des applications que tu vois pour ce genre de... Habituellement, c'est quel champ d'application que tu cibles? Là? Quand tu vas te chercher une subvention, tu dis ça va servir à quoi? Là? Moi, ces problématiques-là, je les utilise pour faire de la recherche un peu fondamentale, mais j'arrive souvent à dire que où je veux en venir à dire est-ce que je peux déployer une approche d'apprentissage? C'est pas nécessairement l'apprentissage few shot comme j'ai décrit, mais qui peut être vraiment inspiré, puis de ce qu'on comprend maintenant, on peut extrapoler ça, puis faire des systèmes qui sont capables d'être entraînés, mais d'être entraînés avec beaucoup moins de données. Bon, peut-être 5, c'est très peu, mais pas 1 million. Si on est capable de se tenir dans des déjà, si on baisse en bas d'1 million, ça serait pas mal. Si on dit avec 100 000 exemples, on est capable de faire quelque chose de pas mal, c'est bien. Puis ça, pratico-pratique, c'est important là, pour faire des applications parce qu'on n'est pas tous dans un contexte où on veut avoir un agent conversationnel qui comprend le texte dans tous les sens. Des fois, avoir des corpus de texte spécifiques. Des fois, on veut apprendre à connaître des images dans un contexte bien précis pour faire une tâche d'un robot qui automatise un certain traitement. Mais là, vraiment, on est plus niché. On n'a pas autant d'exemples que ça. Fait qu'on n'est pas en mesure de siphonner l'ensemble du web pour entraîner notre modèle, puis peut-être que si c'est dans un contexte d'une entreprise, l'entreprise, est capable de faire de la récolte de données, elle va être capable de générer 1000 données étiquetées, 1000 images étiquetées convenablement, mais elle va dire, je suis jamais capable d'aller à 1 million d'images étiquetées. Fait que comment est-ce qu'on peut y arriver de faire que notre IA soit déployable dans des contextes d'intérêt plus spécifiques et aussi abordables par des acteurs locaux, là, parce qu'on n'est pas tous Google ou Meta, là, on n'a pas tous les mêmes ressources, c'est pas juste de l'argent, là, des fois c'est des processeurs, là, je veux dire, on n'a pas tous ces ressources-là. Le calcul, la donnée, l'expertise, c'est pas, on fait avec ce qu'on a, puis ce que Google et Meta font, il y a quand même une grosse marche à l'entrée, hein. Ils existent depuis des années, ils ont capitalisme de surveillance, hein, ils collectent de la donnée de façon massive sur des milliards de personnes. C'est un contexte bien particulier, puis un nouveau joueur veut entrer dans ce contexte-là, il n'y a pas ce qu'il faut pour y arriver. Puis moi, je me dis, si je veux faire quelque chose qui soit d'intéressant, pratique pour la société plus immédiate, la société québécoise, canadienne, c'est pas eux que je veux servir. C'est évidemment si je fais des algorithmes, éventuellement, les méthodes, si elles peuvent avoir un usage après auprès d'acteurs de ce type-là qui, dans 5 ans, vont vouloir déployer de l'IA avec leurs capacités, leurs ressources, leurs données, il faut aller vers ça. Ça te rend pas jaloux des fois je pensais en t'écoutant, ça te rend pas jaloux des fois de voir ces compagnies-là qui font de la recherche, ils sont pas pognés avec les comités d'éthique, là, on dirait qu'ils font de la recherche, ils ont des ressources extraordinaires, ils ont accès à tout, on dirait qu'ils les balisent, puis les contraintes sont moindres. Ils ont d'autres contraintes, on s'entend, mais c'est vrai quand même que, surtout, je suis content d'être à l'université, puis je veux pas nécessairement trop en savoir sur qu'est-ce qui se passe dans les groupes de recherche là-bas. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir parce que ça peut être tentant, puis je considère que je m'épanouis beaucoup au niveau scientifique dans le milieu universitaire. Mais oui, puis je dirais ces entreprises-là, ils font des trucs concrets, puis ils ont aussi des groupes de recherche. C'est carrément des chercheurs qui font de la recherche fondamentale avec des moyens différents. Là, ils ont accès.
Puis ils ont d'autres contraintes quand même. C'est quand même pour avoir échangé un peu avec certains. Tu vois que c'est pas tout rose. Ils ont plus de ressources, ils ont plus de capacités, ils ont des salaires de joueurs de hockey. Mais ceci dit, au-delà de ça, ils ont quand même certaines contraintes associées à l'entreprise où ils sont. Ils n'ont pas la même dynamique de travail. C'est sûr que moi, j'aime énormément être dans une dynamique de formation d'étudiants au doctorat, par exemple. Je trouve ça vraiment valorisant. Ben oui. Mais eux, ils vont travailler avec des chercheurs plus seniors, c'est bien. Des fois, ça fait des pairs, puis là, ça interagit, c'est une dynamique différente, mais je pense qu'il y a quand même, c'est pas tout à fait vrai, il y en a certains qui réussissent à garder ce pied-là dans l'académique puis d'avoir la formation au travers. Mais ça me manquerait, j'ai l'impression, d'être dans des équipes plus, dire on pousse pour telle chose. En même temps, c'est quand même très remarquable. Tu sais, les gens qui sont là-bas, je comprends tout à fait pourquoi ils sont dans ces entreprises-là. Il y a plein de points positifs pour eux, mais moi, dans le milieu universitaire, je fais mon chemin, puis je suis très heureux de la situation. OK, on a fait un tour, Christian. On a parlé de technique, informatique, programmation, apprentissage machine, apprentissage humain au passage. C'est notre 5e saison, Christian. Puis ça fait 5 saisons qu'on explore les enjeux éthiques et sociaux. On va sauter là-dedans avec toi. C'est notre saison des bilans. Puis qui de mieux pour nous aider à faire un bilan que toi, là, ça fait au moins 10 ans là, que je te vois te promener à gauche, à droite pour donner des conférences, participer à des comités. Je veux dire, si je suis sur un comité, t'es toujours là. C'est-à-dire, table de concertation, ça parle d'IA, on parle pour parler du potentiel, mais parler des risques. Donc, faisons un bilan, Christian. D'abord, commençons par les risques réels et concrets associés à ces technologies. Là, j'aimerais que tu me parles pas des risques là, puisés dans la science-fiction. Il y en a qui sont forts dans la science-fiction, mais les vrais risques, Christian, là, pour toi qui a les deux mains dedans, toi qui sais ce qui se fait, toi qui sais ce qui se fait pour de vrai, puis qui se fera peut-être pas, c'est quoi les risques là, que tu trouves les plus pertinents? Ben, une de mes grandes inquiétudes contemporaines, c'était vraiment au niveau de l'influence au niveau des élections américaines, par exemple. Puis je suis content jusqu'à présent, c'est vraiment beaucoup plus calme que ce que les gens ont anticipé. Mais l'idée quand même d'utiliser des deepfakes, d'utiliser des algorithmes qui vont cibler des populations précises pour influencer leur vote. Parce qu'aux États-Unis, des élections de la présidentielle américaine qui va avoir lieu dans 1 mois et demi, ça se joue sur 1 ou 2%. Fait que si tu influences une personne sur 100, 2 personnes sur 100... Surtout en ce moment, les élections, là, ça joue à rien. Là. Ça joue à rien. Tu peux changer l'issue du vote. Fait que, tu sais, il semble que certains acteurs étrangers ont différentes stratégies cette fois-ci. Ils n'ont pas la même stratégie que les élections précédentes. Tant mieux. Est-ce qu'il y a l'utilisation de l'IA pour faire cette manipulation-là de la masse n'est pas encore visible? On va se croiser les doigts pour que ça reste. Mais moi, je sais que c'est un enjeu parce qu'on dit souvent, puis ça j'y crois fondamentalement, nous, on se pense bien bon, nous, les êtres humains. On se sent bien solide, on est raisonnable, on est capable de détecter le faux. Moi, je crois qu'on a des faiblesses psychologiques intrinsèques, qu'on est aveugle de ces faiblesses-là. Puis je crains qu'une IA puisse tirer sur les bonnes ficelles puis manipuler les gens d'une façon que entre nous humains, on ne se manipule pas, mais une IA qui fait une suite d'interventions peut peut-être nous amener, sans dire qu'on va être des zombies, ça c'est de la science-fiction, mais c'est d'être capable de changer une fois une perception, d'agir juste au bon niveau, sans exagérer, en nous présentant des articles. Puis c'est ça, les chambres d'écho, la polarisation de la masse, sans être de l'IA. Ça en est déjà de l'intervention de l'intelligence artificielle. Là. On nous présente, c'est des biais de confirmation à l'œuvre. Là. On nous présente des images qui nous plaisent, des thèmes qui nous plaisent, puis si ça ne nous plaît pas, ben on nous en écarte, on nous en préserve. Puis on nous conforte dans des idées, on nous radicalise des fois jusqu'à certaines idées, de sens général. Puis ça, je pense qu'on le voit. Ça, c'est sûr que ça a des impacts sur la société en général, sur la démocratie, le discours. Puis ça m'inquiète parce que je suis pas sûr qu'on a vu le bout. Tu sais, on n'est pas rendu au fond du baril, là, puis ça se fait déjà, puis on a le potentiel de pousser ça concrètement et réellement plus loin. Exact. Fait que ça m'inquiète parce que ça peut déstabiliser la paix sociale en Occident. Je pense que ça peut aller jusque-là si ça continue. Puis c'est pas seulement l'IA, faut pas mettre tout sur le dos de l'IA. Il y a des contextes complexes. Ça existait avant l'IA. Ça existait avant l'IA, mais disons que l'IA amplifie des choses. Puis ça c'est quelque chose qui, dans l'immédiat, m'inquiète.
Puis, y a-tu des risques, là, on parlait des risques qui t'inquiètent, tu peux continuer là-dessus si tu le souhaites, là, mais y a-tu des risques qui t'inquiètent moins, peut-être, là? C'est-à-dire que dans les médias, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toutes sortes de choses qui se racontent, là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des risques que les gens le mentionnent, puis tu dis, ben là, c'est pas en tout, là, ça se fera pas, en tout cas, ça se fera pas à moyen et à long terme, là, peut-être que dans 10 000 ans, peut-être, là, mais... Moi, on parle souvent du risque existentiel. Est-ce que l'IA peut en venir à menacer l'existence même de l'humanité? Ouais. La Ça, matrice, Skynet. Ouais, puis, exactement. Ça, là, premièrement, il ne faut pas exagérer, puis il ne faut pas anthropomorphiser l'IA. Je pense qu'il y a plein d'exagérations puis de panique qu'il peut y avoir, mais... il y a des compagnies qui nous parlent de quelque chose qu'ils pensent, là, fait que... Oui, puis je pense que toute la discussion que les gens veulent amener, je pense que c'est important de l'avoir, mais sans paniquer. Puis je pense que c'est des fois une question d'horizon temporel. On dit souvent, c'est moins à la mode, mais c'était à la mode il y a 5-10 ans, la singularité. Le moment où l'IA va atteindre des capacités comparables aux humains. On va voir une IA qui va être aussi intelligente qu'un humain. C'est une singularité dans l'histoire de l'humanité. Puis qu'est-ce qui va arriver après ça? C'est dur à prédire. Est-ce qu'on va atteindre cette singularité-là dans un horizon de... Il y en a qui parlent de 2 ans, 5 ans, 25 ans, 100 ans, jamais? Ça, c'est une bonne question. Puis je sais que sur la côte ouest américaine, il y a le comment il appelle ça? Le P-Doom, l'espèce de valeur où on prédit que ça va arriver, puis on est damné. On est damné, puis on est foutu, puis l'humanité va... Le P-Doom, ouais. Mais c'est comme l'espèce de moment où le T-Doom, j'utilise pas nécessairement le moment terme. T où on est foutu. Là. On est foutu parce que là, l'IA prend le dessus. Il y en a, chacun fait ses prédictions. C'est comme une espèce de pool où on va parier. Puis c'est quoi, toi, ta valeur? Puis les gens s'échangent des valeurs. T'as les pessimistes, puis les optimistes. Puis il y en a qui disent, l'IA, ça va plutôt augmenter l'humanité. On va être tellement mieux après. Il y en a qui disent, ça va éliminer, ça va détruire la civilisation. Bon, je pense qu'il ne faut pas virer fou. Puis moi, je suis peut-être un apôtre vraiment de la modération puis de la ligne médiane. Puis je suis aussi quelqu'un qui dit, paniquons pas. Je pense que là, les grosses paniques, les grosses angoisses qu'il peuvent y avoir en l'immédiat, ça, je pense que c'est prématuré, je pense que c'est exagéré, puis les gens que je respecte beaucoup sont beaucoup là-dedans, puis je suis pas nécessairement d'accord, mais je suis pas aussi du type de dire ça arrivera jamais, l'IA, c'est informatique, c'est machinal, jamais que ça va causer des problèmes, jamais ça va affecter. Ça aussi, je pense que c'est leurrer de l'autre sens. Il y a quelque chose entre les deux, puis je me dis, est-ce que, justement, si on parle de la singularité qui peut être provocante chez certains, de dire ça peut-tu arriver, moi, je pense que c'est pas irréaliste de penser que ça peut arriver. Peut-être que ça arrivera jamais. Comme chercheur en IA, à quelque part, je pousse pour y arriver, là, fait que je contribue à ça. Puis moi, je vois pas ça comme étant un risque fondamentalement négatif. Et c'est juste qu'il faut y aller, mais allons-y avec prudence. Puis je pense qu'il faut juste maîtriser, puis apprivoiser la chose, puis peut-être ralentir le rythme. C'est ça l'argument de la perte de contrôle qui est le plus éprouvant pour quand on discute de ça. C'est pas autant que ça arrive que le fait que ça arrive sans notre contrôle ou sans notre approbation, on perd le contrôle. Tout à coup, on appuie sur Enter. Puis là, la machine s'emballe puis prend le contrôle. Oui, puis tu sais, t'as des... Je pense qu'il y a des gens qui ont peur que... Puis il y a des gens qui disent « laissons faire » ou « laissons aller », le « laisser aller ». Il y en a qui prônent beaucoup ça parce que c'est le moyen d'avancer le plus vite possible. Moi, je dis non, il faut faire attention. Puis je mets pas ma confiance dans des acteurs privés. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui sont bien intentionnés de façon générale, mais qui sont aveugles ou qui ont des perceptions qui sont justement un petit peu, d'après moi, hors du consensus ou qui ne sont pas nécessairement les mieux placés pour prendre les décisions. Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit revenir à la société. Je pense qu'il faut cadrer, il faut baliser. On va avancer, quitte à ralentir, mais on ne fera pas comme on a fait jusqu'à présent. Puis, tu sais, la devise de la côte ouest, là, let move fast and break things. Là. Je pense que c'est bien beau là, pour faire recommander des films, le prochain film que tu veux écouter, puis quel ami, puis quelle nouvelle. À la limite, les nouvelles, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être problématique. Mais non, là, c'est pas le temps d'aller vite puis de faire des choses qui vont briser irrémédiablement certains aspects de la société. C'est vaut mieux, tu sais, structurer, organiser, puis s'assurer qu'on avance. On peut pas arrêter le changement. Oui, il y a peut-être des sociétés qui vont être beaucoup moins contraintes que nous dans leur avancement, mais soyons donc un exemple. Faisons-le dans l'ordre, puis présentons peut-être les bonnes façons de faire. Je pense qu'à l'usage, là je parle on, le on est très québécois, là, canadien, de dire que si la société ici, on se donne des bonnes balises, ben
ça va répandre un peu l'approche, du moins dans les démocraties libérales. Là. Je pense que c'est là que ça peut se répandre. Bon, maintenant, dans des pays avec beaucoup moins de soucis pour ce qui est des libertés individuelles, puis c'est autre chose. Mais la Chine, par exemple, en particulier, ils sont pas... ils s'inquiètent de l'avancée de l'IA également, puis ils ont quand même certains soucis. Ils voient pas ça vraiment du même angle, mais je pense que ils comprennent qu'il faut protéger l'humanité, là. Ben oui. Puis eux aussi, ça va quand même vite. On parle de la technologie au sud d'ici, là, mais en Chine aussi, ça va très vite. T'es le mieux placé aussi pour parler du potentiel réel, là, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui... j'imagine que c'est associé au mode de financement de l'industrie privée aussi. Là, on fait de très grandes promesses, mais si tu regardes concrètement, toi, tu le vois un petit peu, là, qu'est-ce qui peut se faire dans les 20 prochaines années, ça ressemble à... Pas dans 10 000 ans comme dans la Fondation, là. Dans les 20 prochaines années, à quoi ça ressemble les prochaines grosses applications d'intelligence artificielle? C'est dans quel champ? Mais je pense que ça va rentrer à différentes vitesses. Moi, j'avais vu des choses, puis je suis pas mal d'accord. Tout ce qui est relativement routinier, comme industrie, transport, tous des éléments, il y a déjà beaucoup des machines en jeu, il y a des opérateurs humains. On va probablement tendre vers l'automatisation. Puis je pense que la conduite autonome, ça va beaucoup plus lentement que plusieurs ont prédit. Ben oui. Mais on va y arriver. 20 ans, ça me semble être raisonnable de penser que les véhicules vont être sans conducteur dans 20 ans. Puis c'est pas mauvais que ça soit ralenti, qu'on s'aperçoit que c'est plus difficile, puis que les avancées sont plus courtes, puis là on voit ce qui se passe avec... Parce qu'il y a 10 ans, on avait l'impression qu'on... Ça s'en venait, là. Ça s'en venait. C'était dû, dans 2 ans, les véhicules ils seraient vendus. Oui. Puis on est encore loin, on voit qu'il y a de l'assistance, des autopilotes, mais qu'il faut faire dans certaines conditions. Puis il y a eu des expériences à San Francisco là, avec des taxis autonomes. Il y en a eu un qui a des problèmes. Là, Waymo de Google, il est en opération. C'est des belles expériences. Je pense qu'on y arrive. Je pense que ça va être un bel exemple. Puis ça va s'étendre aux transports de façon plus large que le transport taxi. Ça va aller vers le transport individuel, le transport de marchandises. Puis c'est quelque chose qui va être une avancée technologique. Puis je pense que ça va avoir des effets bénéfiques sur les gens. Il y a plein de gens qui sont pas seulement en mesure de conduire, qui vont pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. Fait que ça, je trouve que c'est très positif. Il va y avoir de l'automatisation dans l'industrie. Il va y avoir effectivement peut-être de plus en plus d'assistance. Ça, je pense que ça va être la technologie qui va devenir de plus en plus performante. Puis j'aime bien dire qu'on a déjà beaucoup d'IA autour de nous. Puis la meilleure IA, là, dans mon avis, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celle qui agit en arrière-plan, qui facilite notre vie, qui font que les systèmes informatiques performent mieux. Il y en a beaucoup actuellement déjà, puis il va en avoir de plus en plus. Puis il y a énormément d'IA dans les téléphones intelligents. Là. Les téléphones intelligents sont basés sur plein d'algorithmes. La photographie sur un iPhone, là, le capteur, c'est un capteur vraiment de très mauvaise qualité. Là. C'est un capteur d'Olorama, là, très cheap, là, mais il y a qui déduit, qui compense, qui améliore la définition. Ouais. Le logiciel fait énormément de compensation. Il est calibré sur le capteur précisément. Il améliore les choses. C'est qu'on fait vraiment des trucs remarquables par de l'IA embarquée dans l'appareil téléphonique. Donc, c'est déjà là. Puis il y a plein de belles applications qui s'en viennent. On va falloir réécouter l'épisode d'aujourd'hui dans 20 ans pour voir à quel point tu es un Nostradamus ou Cassandre. C'est à voir. Beau voyage, Christian, dans les entrailles de la machine. Merci d'être passé à notre... Ce sera déjà tout, Christian. Merci d'être passé à notre micro. Vraiment un plaisir de partager ces quelques minutes avec toi en studio. Merci de m'avoir invité. Merci aussi pour ce beau bilan. Ça va nous aider à mieux comprendre ce qui a été accompli, ce qui s'en vient. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. J'espère que vous avez bien apprécié cette exploration concrète de la technologie, de l'informatique en intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.